Au centre de l'Afrique se trouve aujourd'hui la dernière forêt tropicale active de notre planète. Alors qu'auparavant les forêts amazoniennes et indonésiennes aidaient aussi à réguler le climat de notre monde et à capter le carbone, c'est la grande forêt africaine seule qui demeure désormais le dernier poumon de notre chère planète Terre. Présente en majeure partie sur le territoire de la République démocratique du Congo, mais aussi au Congo-Brazzaville et au Gabon, cette magnifique étendue de verdure, presque intacte, est un véritable trésor. Des tourbières à l'équateur, à la mangrove spectaculaire de l'estuaire du fleuve, en passant par les forêts primaires peuplées d'arbres multicentenaires, elle abrite une biodiversité unique, des espèces végétales rares et des populations qui savent vivre en harmonie dans un écosystème présent depuis des siècles. Génératrice de pluie dans tous les pays voisins, elle procure aussi d'immenses ressources nourricières pour la population locale en constante augmentation. Mais c'est aussi un sanctuaire fragile. Victime de l'appétit de ceux qui pillent ses ressources, la déforestation s'accélère, les carrés miniers et leur paillage ne cessent de grignoter la forêt. Les exploitants forestiers illégaux et les populations locales pratiquent également un déboisement sauvage pour leur agriculture itinérante. Devant cette situation, un confluent de volontés tente d'agir, conscient que le destin de la forêt et celui de l'humanité sont profondément liés. Dans beaucoup d'endroits en RDC, des initiatives mettent en œuvre des solutions qui protègent la forêt, tout en offrant un réel progrès social aux populations locales. Notre équipe, guidée par des experts associés à ces projets, témoigne de ces actions et rencontre ces acteurs et ces populations pour qui la forêt tropicale est un enjeu vital. La biosphère de Lucky, implantée il y a des décennies par les Belges, visionnaires à l'époque, prend tout son sens aujourd'hui. Dans cette luxuriante étendue, nichée dans un pli profond de forêt, se trouve une biodiversité de faune et de flore préservée, associée à des cultures développées en harmonie avec cet écosystème. Ici, les habitants depuis des générations cultivent pour nourrir leur famille en respectant leur environnement. Jean-Marie et Sarah constatent les ravages de la déforestation, mais aussi les alternatives comme les cultures en jardins multi-étagés dans la forêt. Tu vois Sarah, on parlait de montrer notre déforestation, nous sommes en pleine forêt à la réserve. Voici les conséquences du premier moteur de déforestation, donc l'agriculture itinérante sur brûlis. Vous voyez ce tronc d'arbre ici, vous voyez le feu a été consumé par le feu, celui-là qui est debout, qui est déjà consumé par le feu. Et vous voyez ce que les paysans ont planté, le manioc et le maïs. On a des familles qui ont besoin de nourriture. Chacune a droit au moins à 1 hectare qu'il va planter chaque année. Pour ces familles-là, la solution, c'est de couper la forêt et de brûler. Et puis, au bout du temps, le sol s'épuise. Et l'année prochaine, ils quittent cet espace pour aller chercher encore d'autres espaces ailleurs. Et voilà, chaque année, nous perdons des hectares de forêt. 80% de la menace de déforestation, c'est catastrophique. Exactement. Pour lutter contre la déforestation, il y a plusieurs solutions. De l'autre côté, nous avons constaté que l'agriculture itinérante sur brûlis était un des moteurs de déforestation. Et il y a plusieurs solutions, des solutions naturelles. Nous sommes dans un milieu naturel et écologique. Ici, c'est un jardin forestier multi-étagé. C'est-à-dire que ce sont des étages. Le premier étage, c'est le taro et l'igname qu'on peut planter ici. Le deuxième étage, c'est le manioc. Le troisième étage, ce sont les bananiers. Il y a aussi des papayes. Le quatrième, c'est le safoutier et l'avocatier. Et puis aussi, il y a le palmier. Et le dernier, c'est le limba.
Hein. Le lumba que vous voyez là-bas sont des arbres en hauteur, des essences qu'on peut utiliser qui jouent plusieurs rôles. Et voilà, dans cet espace, le paysan a cette possibilité de cueillir le produit de son agriculture pendant toute l'année. Toutes les spéculations que vous voyez ici contribuent vraiment à l'amélioration des conditions d'existence des populations, notamment l'agriculture de subsistance. Vous récoltez le banane pendant l'année, vous récoltez aussi les tarots. C'est vraiment un cycle complet, toute l'année. Les sols ne s'épuisent pas et puis le paysan trouve, au-delà d'une partie qu'il va consommer pour sa consommation, il y a aussi une partie qu'il va vendre qui va lui permettre d'obtenir des revenus où il peut scolariser son enfant et aller à l'hôpital. Donc voilà un environnement écologique qui n'affecte pas la forêt, donc qui est comme une réponse à la lutte contre la déforestation par rapport au premier moteur de déforestation que nous avons évoqué, qui est l'agriculture itinérante sur brûlis. Donc ici, on n'a pas utilisé le feu. On a planté, et puis on a le produit de cette plantation que vous voyez ici, que le paysan peut récolter pendant toute l'année. Ce sont des savoirs endogènes, des traditions séculaires que les paysans transmettent de génération en génération. Il est pratique pour protéger la forêt, pour les générations présentes et futures. Dans la forêt du Mayombe, une région dévastée par l'activité industrielle à l'époque coloniale et menacée aujourd'hui par les besoins en charbon de bois des villes environnantes, des cultures pérennes s'installent aujourd'hui avec succès dans les jachères forestières. Sarah, nous sommes maintenant dans ma plantation cacaoyère, là où j'ai planté des cacao en associant des plantes d'ombrage que nous appelons limba, kambala, foucoton et consorts. Et il semble que ça marche très bien avec le cacao. Vraiment, ça marche très bien. C'est pourquoi vous verrez la verdure. Donc ce sont des signes qui montrent que l'association de ces arbres et la culture, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui est demandé aussi. Ces plantations de café, cacao ou palmiers ont un meilleur rendement lorsqu'elles sont ombragées. Elles préservent ainsi les arbres existants, encourageant la plantation de nouveaux arbres et procurent aux exploitants des revenus conséquents. Pour exemple, un hectare de cacao peut produire entre 600 et 800 kilos par an et rapporter plus de 3 500 $. Aujourd'hui, avec le prix qui est vraiment favorable, je peux gagner 6 000 $ durant toute l'année. Ce rendement peut durer plusieurs décennies. L'expérience de cette culture, donc sans doute, ça peut aller au-delà de 40 ans, 35 à 40 ans. Ici, à Lukula, Madame Régine démontre comment réorganiser la filière du café local, le Petit Kouilou, avec l'encadrement sur le terrain des services décentralisés du ministère de l'Agriculture, afin que les paysans maîtrisent correctement cette culture. Notre projet est de relancer la culture caféière dans le bas-fleuve et accompagner le producteur dans de bonnes pratiques et la durabilité de cette culture, vu que c'est une culture pérenne, qui les plantations a une longévité de 30 ans, voire même plus. Le but est de produire du café vert pour l'export et torréfier du café pour le marché de Kinshasa. Grâce à cela, il est possible d'offrir un prix rémunérateur aux paysans. Nous avons acheté vos cafés. On se prépare encore pour que nous puissions acheter vos cafés. Vous avez vu comment est-ce qu'on fixe les prix du café. Heureusement, il y a eu un projet qui est venu sauver les prix du café dans le territoire de Lukula. Hier, les cafés s'achetaient à un prix très bas. L'année passée, l'État congolais a fixé les cafés à 500 francs congolais. Un partenaire est arrivé dans le cadre du projet ITC. On a acheté les cafés à 800 francs congolais. Il y a une valeur ajoutée de 300 francs. Notre rôle, c'est d'augmenter votre revenu. Nous voudrons que
les producteurs se retrouvent. Ils vendent son café, ils vendent le cacao, ils vendent ses huiles. Par là, il va payer les frais de ses enfants. Il n'aura pas de problème quand il y a l'enfant qui est malade pour acheter ne fût-ce que quelque chose de médicaments pour l'enfant. Même pour acheter son moyen de déplacement, parce que j'ai vu dans le cas Congo, un producteur, quand on a acheté son café, il achète une moto. C'est ça notre rôle. Combiner des zones de café, cacao et palmiers donne de la résilience à l'économie locale. C'est une autre réponse positive et durable à l'agriculture sur brûlis qui permet de garantir une activité humaine rentable tout en protégeant la forêt. À Lemfou, un projet innovant tente de protéger une ressource nourricière importante de la forêt. Ce projet, né d'une passion, s'applique à faire réapparaître dans les villages du Congo central une variété menacée de disparition depuis la déforestation de cette partie du pays. Une variété bien connue et consommée depuis des siècles par les Congolais. Monsieur Augustin, le cofondateur de ce projet, nous raconte la genèse de cette idée. Cette passion est venue parce que moi, je suis né au village. Et j'ai grandi dans l'abondance des chenilles, dans la diversité des produits. À l'enfance, on avait plein de chenilles à gauche, à droite, dans plusieurs villages. Et ce sont les enfants qui, les premiers, vont dans les forêts ramasser les chenilles. Mais depuis les années 80, il y a eu de moins en moins de forêts dans les Bas-Congo. Parce qu'on a coupé les bois partout, on a fait des champs et il y a eu un accroissement de la population. Alors les chenilles sont devenues rares parce que leur habitat principal, qui est la forêt, a été ravagé. Et cette abondance a été perdue. La première phase du projet, malgré quelques difficultés au début, a fini par porter ses fruits. Notre premier projet chenille a commencé en 2016 avec la réintroduction d'une chenille qui est très populaire dans tous les marchés qu'on appelle Ngala. Et cette chenille a disparu au Bas-Congo et pourtant ça existe encore au Bandundu. Et j'ai été au Bandundu chercher cette chenille pour venir la remettre au Bas-Congo où elle avait existé à mon enfance. Je vous annonce que nous sommes très heureux même en ce moment. Depuis janvier 2022, nous avons réussi à réintroduire cette chenille au Bas-Congo. Cette année, la chenille a réapparu au Bas-Congo dans 8 villages. Et nous sommes en train de travailler pour que, à chaque année, quand cette chenille réapparaît, nous puissions ensemencer de nouveaux villages. Dans ce champ de ricin, on récolte avec soin les feuilles qui vont servir à nourrir une nouvelle variété de chenilles. Une phase importante du projet qui voit bien plus loin pour l'avenir. Il s'agit de trouver de nouvelles sources dans la forêt pour nourrir ces chenilles renaissantes. Notre travail, c'est de pouvoir étudier comment domestiquer les chenilles de notre région. Mais comme cela n'a jamais été fait au pays, nous avons amené un modèle. Cette chenille qu'on a importée de Thaïlande qui s'appelle Samia richini. Cette chenille en Thaïlande mange les maniocs et les ricins. Cette chenille est polyphage, c'est-à-dire mange plusieurs autres espèces de plantes. Donc nous devons voir dans notre flore locale, ici au pays, quelles sont les plantes que cette chenille mange. Parce qu'il y a plein de plantes chez nous qui ne sont pas utilisées. Cela va aider beaucoup notre population pour élever cette chenille. Si on trouve plusieurs plantes à gauche, à droite qu'elle mange, le travail est très facile. À l'avenir, les chenilles retrouvées et domestiquées pourront consommer de nouvelles variétés de plantes, croître et ainsi permettre aux populations locales de perpétuer une alimentation traditionnelle et culturelle. À Manterne et à Mangala, l'apiculture intelligente se développe
et le miel des abeilles qui butinent en jardin mellifère est de haute qualité. Des ruchers sont aussi installés dans les jachères forestières en régénération et on y récolte du miel en abondance. Là, je vous fais découvrir les ruchers concentrés des Mangala, des apiculteurs accompagnés par l'ILB Coopération. Nous avons mené les activités de reboisement dans le cadre du projet apical. Dans le cadre des actions que nous avons menées dans l'accompagnement de cette communauté pour les soutiens à l'apiculture, nous avons accompagné à introduire les différentes espèces mellifères. Notamment, il y a cette espèce ornementale, mais qui donne des fleurs utiles aussi pour les abeilles. Et nous les avons aussi aidés à conserver la strate herbacée que vous voyez, qui est aussi très importante pour les abeilles. Nous avons travaillé avec le bénéficiaire pour identifier un peu qu'est-ce qui existe et quelles espèces qui pouvaient être complétées pour enrichir leur environnement. Dans ces ruchers, qui est entretenu par les apiculteurs qui sont appuyés et accompagnés par l'ILB Coopération, c'est ici présentement à Manterne. Alors, ces ruchers est installé dans cette forêt qui était dégradée et aussi pas sécurisée. Pour le cas présent ici, grâce au diagnostic mellifère qui a été réalisé avant l'installation des ruches, nous avons compris qu'il faut reboiser. Et dans ces reboisements, nous faisons un reboisement bien orienté qui est dans le sens d'enrichir cette forêt qui jadis dégradée par les espèces mellifères pour permettre aux abeilles de trouver des ressources pour leur servir. Et grâce à l'installation de l'apiculture dans cette forêt dégradée et qui n'était pas sécurisée, ça permet que ça soit maintenant sécurisé. Dans cette zone, l'accès à la forêt est réglementé, garantissant une protection supplémentaire. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de bénéficiaires, les apiculteurs d'ici, qui avaient un souci d'accès au foncier. Du coup, en se mettant ensemble dans ces ruchers concentrés, ils ont un espace où poser les ruches et du coup, c'est sécurisé. Et les actions qui sont menées dans le cadre de reboisement permettent de sauvegarder et d'enrichir cette forêt qui est maintenant très utile économiquement. Et grâce à cette activité, les apiculteurs ils ont une source de revenus par la vente de miel qui permettent de soutenir leur ménage. La mini-mielerie locale assure le conditionnement avant la vente. L'accompagnement des apiculteurs est combiné à l'outil du champ-école paysan où des pépinières permettent de multiplier les plantes mellifères. Les apiculteurs de Manterne sont en train de préparer leur pépinière au niveau de la pépinière décentralisée. Ils ont cultivé le safoutier, le manguier qui sont aussi des arbres mellifères et aussi les caléandres. Donc c'est une pépinière dédiée aux plantes mellifères. À la pépinière de Sekebanza, on planifie le développement de l'ensemble du territoire avec une vision claire vers l'avenir. Une vision qui a pour but de préserver la forêt tout en répondant aux besoins traditionnels des populations rurales et en développant de nouvelles opportunités. Notre souci, c'est de promouvoir des agroforêts qui puissent être pourvoyeurs. Si chaque ménage, chaque village peut avoir des agroforêts où ils peuvent développer la diversité de leur culture et de leurs pratiques pour leur survie, nous avons trouvé que cela valait de la peine de leur apporter tout ce dont ils ont perdu de par le passé. Ici, on cultive des plants de toutes les variétés nécessaires des espèces d'arbres qui régénèrent la forêt et d'autres qui apportent diverses sources de revenus. C'est comme ça que nous avons
proposer dans nos pépinières la diversité des espèces pour pouvoir apporter aux communautés afin de relancer l'économie locale, mais aussi redonner une vie et redorer le climat, ne fût-ce que le microclimat au niveau de leur zone d'intervention de culture. Et les gens comprennent que tout cela a des liens avec les perturbations climatiques. La forêt est globalement mieux protégée. À Kimwenza, un véritable petit paradis agroforestier est sorti de terre en quelques mois grâce à la conjonction de plusieurs ONG. Organisés en union de maraîchers, les femmes et hommes qui cultivent ces terres sont désormais heureux d'être devenus propriétaires de leur propre terrain. Cela leur permet de planter en sécurité safoutiers, avocatiers, papayers, bananiers, citronniers, et aussi de cultiver de nombreux légumes tels le bitécou, sans crainte de devoir quitter leur terre. Ils peuvent ainsi planifier sereinement à plus long terme. Nous sommes dans la ville de Kinshasa et dans la périphérie, dans la commune de Mongafula exactement, et dans les périmètres maraîchers de Kimwenza. C'est ce qui fait que les zones qui sont cultivables dans les périphéries deviennent de plus en plus des zones résidentielles. Il y a une insécurité parce que les maraîchers ne sont pas des propriétaires. L'expansion de la ville fait que ici il y a un champ des maraîchers, mais demain ça devient résidentiel. Et ça, c'est une question pour laquelle notre union des maraîchers de Kimwenza, des coopératives des maraîchers de Kimwenza, a toujours recherché à trouver des solutions. Mais présentement, dans le cas de nos deux coopératives, ils ont acquis leur terrain propre à eux. D'abord en termes de sécurité, et puis deuxièmement aussi, sur le plan économique, ça a de l'importance. Ces abondantes récoltes leur permettent aussi de mieux vivre. Le produit de leur récolte, vendu à Kinshasa, la capitale toute proche, leur permet d'augmenter nettement leurs revenus, améliorant en même temps le quotidien des familles. Il ne manque plus rien dans les assiettes et désormais tous les enfants vont à l'école. kosombela biso mabele naza na esengo makasi yango ezosunga nga nazobokola bana azotangisa bana université bana basisi ba classe na esengo makasi kolia nanga mpe eza bien nazolona bapondu bamatembele naza na esengo makasi yango moni naza na esengo na baninga nanga. Toute la communauté protège la forêt commune et la source d'eau nécessaire à tous. Bientôt, le poisson se reproduira dans les étangs de pisciculture collectifs. Grâce à l'action du projet SOS Planète Congo, initié par l'équipe des guides de Texaf Bilembo, de nombreuses opérations de sensibilisation et d'initiation sont menées dans les écoles et les centres de formation à travers le Congo. Dans cette école à Lemba, en territoire de Lukula, les enfants apprennent l'importance du rôle de la forêt au moyen de jeux et d'exercices. Moi, le plus grand herbivore d'Afrique, moi l'Africain 100%, je suis en danger d'extinction. Il ne reste ici que 71 girafes. Mon ami le rhinocéros blanc a été exterminé par les braconniers. Dans la savane, Prince Mana Congo se hisse sur une girafe, caresse l'encolure et emprunte quelques tâches qui les lance dans le ciel, comme des petits feuillets suspendus. Les enfants saluent les grands herbivores, puis se lancent sur le chemin céleste jusqu'à la forêt de Lituri. Cette jeune génération apprend aussi à planter des arbres. Voici comment on cultive les safoutiers. On coupe d'abord les châssis en bas. On enlève, on serre les terres contre les safos. En plus, on prend les terres noires. Nous étions partis suivre une formation à Texaf Bilembo pour l'encadrement des enfants, sensibiliser la faune et la flore et les flores. Comment est-ce qu'on peut protéger? Oui, c'était un problème qu'on a conçu dans notre Congo, qu'il y avait un problème de déforestation partout.
Et le concept qu'on a aujourd'hui va préparer l'avenir des enfants parce que l'arbre donne des métiers. Il y a des agronomes, il y a des pépiniéristes, il y a des apiculteurs, il y a des éleveurs. Donc l'arbre donne des métiers pour l'encadrement de ces jeunes à leur avenir. Donc c'est nécessaire qu'ils plantent les arbres. Je plante. Je le mets à terre. Après, je vais arroser. Un geste qu'ils reproduiront tous dans l'avenir et qui laisse entrevoir une belle prise de conscience de la sauvegarde de notre dernière grande forêt tropicale par la jeunesse. Avec ce film, nous avons voulu partager la beauté de ce patrimoine naturel unique, montrer des solutions qui protègent la forêt et qui offrent un réel progrès social aux populations rurales. Il est essentiel d'aider les hommes, les femmes et leurs familles à avoir une vie meilleure dans leur milieu naturel et de montrer que la ruralité africaine peut être un espace écologique et social tourné vers l'avenir. Nous le savons, le rôle de cette forêt du bassin congolais dans la régulation du climat est capital. Alors que les perturbations climatiques vont encore s'aggraver au cours des prochaines décennies, ici et partout dans le monde, il devient urgent et nécessaire de la protéger. C'est elle qui est à l'origine des pluies abondantes nécessaires à l'agriculture de la RDC et des pays voisins pour nourrir leur population. Nos rencontres avec les communautés locales expriment une richesse des savoir-être et savoir-faire paysans dans les environnements écosystémiques liés à la forêt. Nos films souhaitent donner plus de visibilité à ces pratiques vernaculaires et leurs traditions. Ces dynamiques locales sont souvent les bonnes solutions applicables à la forêt. Il est idéal de les déployer à plus grande échelle pour que les populations rurales pauvres de RDC assument un bel avenir à leur jeunesse.